Bonjour, nous sommes en présence du médecin Jeanne Gardillou, médecin au CHR de La Rochelle. Donc on va tout d'abord parler de la surnutrition, puis dans une seconde partie de la sous-nutrition. Donc tout d'abord, à partir de quand parle-t-on d'obésité? Bonjour. Alors, l'obésité, c'est un excès de masse grasse au niveau du corps par rapport à la masse maigre. Le moyen actuel le plus simple pour le mesurer, c'est le calcul de l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Indice de masse corporelle. Alors, on le calcule en divisant le poids en kilos par la taille en mètres au carré. Un IMC normal est compris entre 18 et 25. On parle de surpoids quand on est à un IMC supérieur à 25 et on est en situation d'obésité quand notre IMC est supérieur à 30. On est en obésité morbide, auquel cas il faut intervenir très rapidement lorsque l'IMC est supérieur à 40. Cependant, l'IMC reste assez relatif puisque, par exemple, si on prend le cas des sportifs, que ce soit pour une gymnaste, je pense qu'une gymnaste qui a une morphologie très fine doit avoir un IMC inférieur à 18, cependant je ne pense pas qu'elle soit dénutrie. Et à l'inverse, un rugbyman, pour ne pas le citer, prenons Sébastien Chabal, doit avoir, à mon avis, un IMC supérieur à 30, mais lui, il est au contraire très musclé, donc il a une masse maigre très importante. Dans ce cas-là, il faut, à mon avis, calculer l'indice de masse grasse. Alors, la formule est un petit peu compliquée, on ne va pas l'apprendre par cœur, mais ça nous donne la proportion corporelle de gras qui est différente pour l'homme et pour la femme, puisque les femmes, de manière physiologique, ont plus de gras. C'est pour concevoir les enfants. Pour une femme, il est normal d'avoir à peu près entre 20 et 25% de gras dans le corps, et pour les hommes, plutôt entre 15 et 20%. Au-delà, on considère qu'on a un excès de masse grasse. D'accord. Et donc souvent les personnes justement en surpoids ou en obésité ont tendance à faire des régimes. Quelles erreurs de régime alimentaire ou de mode de vie pourraient conduire à l'obésité? Alors, nos sociétés actuelles, effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus d'obèses. Et bien sûr, on n'arrive pas là par hasard. Si nous faisons un petit résumé, nous grossissons tout simplement parce que nos apports alimentaires sont excessifs par rapport à nos dépenses. Alors, tout d'abord, si nous prenons les apports, nous consommons actuellement trop de graisse et trop de glucides. Et au niveau des dépenses, eh bien, nous dépensons moins. Nos sociétés actuelles sont plus sédentaires que nos sociétés auparavant, tout simplement par le développement des modes de transport. Nous utilisons beaucoup plus la voiture, et aussi par le développement, par exemple, des moyens de communication, le téléphone portable, les moyens de divertissement. Actuellement, pour se divertir, on peut rester très bien chez soi et passer, par exemple, tout un week-end chez soi, nous allons pouvoir nous divertir. Donc, nous bougeons moins. Ça, c'est le niveau des dépenses. Niveau des apports, le corps a besoin de glucides, de lipides et de protéines pour fonctionner. Au niveau des glucides, nous avons besoin de glucides complexes et de glucides simples. Normalement, il faudrait plus de glucides complexes, mais nous mangeons plus de glucides simples. Les glucides simples sont les glucides sucre qui est apporté par les produits raffinés, les produits industrialisés qui ont les industriels en cachent à peu près partout. Si vous regardez les étiquettes alimentaires dans les supermarchés, vous verrez qu'il y a du lactose, du fructose, du sirop, de je ne sais pas quoi, à peu près partout. Donc nous consommons trop de sucre. Et au niveau des lipides, nous avons besoin de lipides polyinsaturés, de lipides monoinsaturés et de lipides saturés. Mais nous consommons en excès de lipides saturés. Et ce sont ceux-là qui font grossir.
D'accord. Quelles sont les principales conséquences du surpoids sur le physique? Alors, essentiellement, ce sont les maladies cardiovasculaires, les maladies des cœurs et des vaisseaux, qui sont d'ailleurs au premier rang des causes de décès dans le monde. Au niveau, donc cet excès, cette obésité, crée une maladie qu'on appelle l'athérosclérose, en fait, en bouchant les artères, tout simplement. Au niveau du cœur, c'est les maladies coronariennes avec les infarctus. Au niveau du cerveau et du cou, ça bouche les carotides, ça donne des AVC. Au niveau des jambes, vulgairement, ce qu'on appelle l'artérite, ça peut aller jusqu'à la gangrène, ça peut même boucher les vaisseaux du ventre, des infarctus mésentériques. Donc ça, c'est pour le système cardiovasculaire. Ça peut donner des douleurs au niveau des articulations et conduire vraiment jusqu'à la pose de prothèses, avec des prothèses au niveau des hanches, au niveau des genoux. Ça peut donner des douleurs lombaires, les fameuses lombalgies. Au niveau du système respiratoire, on peut avoir des apnées du sommeil et avoir un appareillage nocturne. Au niveau du foie, on peut avoir des cirrhoses. La cirrhose n'est pas réservée à l'alcoolique. On peut avoir des cirrhoses dues au surpoids. On a des maladies métaboliques, par exemple les dyslipidémies, les hypercholestérolémies, les hypertriglycéridémies, mais également tout un tas d'autres complications dues au surpoids. D'accord. Et existe-t-il des pathologies qui entraîneraient une obésité, mais sans erreur d'origine alimentaire? Oui, tout à fait. C'est essentiellement l'apanage des maladies endocriniennes. Je pense principalement à l'hypothyroïdie, mais il n'y a pas que l'obésité, il y a également d'autres symptômes qui nous font penser à l'hypothyroïdie. On voit également ça dans la maladie de Cushing, mais également dans certaines tumeurs cérébrales. D'accord. Peut-on être obèse et souffrir de carences? Oui, tout à fait. Les obèses ont souvent des carences en vitamines et également en certains oligo-éléments, et parfois en protéines. D'accord. Et quelle prise en charge permettrait de soigner cette obésité? Alors, l'obésité, c'est très difficile à prendre en charge. C'est une prise en charge plurifactorielle. Avant tout, il faut que le patient soit acteur de sa prise en charge. On ne peut pas faire maigrir quelqu'un qui ne veut pas maigrir. Il faut que le patient en prenne conscience que c'est une maladie grave. C'est vraiment une fois la démarche. Exactement, tout à fait. Ce n'est pas simplement un simple problème de quelques kilos en trop. Il faut qu'il prenne conscience qu'il met sa santé en jeu. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec le principal problème, c'est le cœur. Un infarctus, on en meurt quand même. Donc il faut qu'il prenne conscience de ça. Et puis il faut que nous, en tant que médecins, on analyse les choses. Je pense que c'est vraiment le cœur du problème. Analyser pourquoi on a grossi, comment on a grossi. Donc pourquoi, comment, analyser le régime alimentaire. Comme on disait tout à l'heure, cette histoire des apports et des dépenses. Les apports, l'alimentation, et puis les dépenses, le fait de bouger, la sédentarité. Et alors, une fois qu'on a analysé tout ça, une fois qu'on a essayé de prendre en charge le patient, si vraiment il y a un risque vital et qu'on a échoué après des régimes, les régimes amaigrissants, les régimes rapides, tout ce qui est les régimes protéinés, tout ça, ça ne marche pas. Les patients maigrissent très vite et puis regrossissent très vite. Le tout, c'est un régime alimentaire varié, équilibré et bougé. Il n'y a pas de secret. Éventuellement, on peut proposer, mais sous réserve de prise en charge très très surveillée, je mets beaucoup de parenthèses là-dessus, il y a des chirurgies, c'est la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, c'est éventuellement la pose d'anou gastrique et puis des gastrectomies, c'est-à-dire on coupe l'estomac. Bon, ça c'est des réserves, avant tout, c'est faire prendre conscience au patient qu'il y a un problème, le faire bouger et le faire mieux manger. D'accord. Donc maintenant, nous allons parler, après l'obésité, de la sous-nutrition. Donc dans les pays développés, quelles populations sont quelle population sont les plus touchées par la dénutrition? Alors avant tout, les populations qui sont défavorisées, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais également les personnes âgées et les enfants en bas âge et les femmes enceintes. D'accord.
Et quels sont les moyens pour dire d'une personne qu'elle est dénutrie après l'indice corporel Alors effectivement, nous avons déjà vu ces formules. Moi, dans ma spécialité en gériatrie, j'utilise un petit questionnaire qui s'appelle le MNA, le Nutritional Assessment, qui en fait s'intéresse surtout à poser des questions aux personnes, à étudier, faire une enquête alimentaire, voir comment ils mangent, voir s'il y a une perte d'appétit, une perte de poids. On peut également mesurer les circonférences brachiales, les circonférences au niveau du quadriceps. On peut mesurer également dans le sang certains taux, par exemple le taux de l'albumine, qui est un reflet de la masse protéique dans le corps. Et puis on peut aussi doser certaines vitamines, voir s'il y a des carences vitaminiques spécifiques. Et quelles sont les conséquences d'un apport alimentaire justement insuffisant? Alors, on peut avoir, par exemple chez la personne âgée, on peut avoir une perte musculaire qui va entraîner toutes les conséquences au niveau fonctionnel. On va avoir une réduction de l'activité, le sujet va plus se lever, va rester au lit, mais on va avoir également des conséquences au niveau des défenses immunitaires, puisque les protéines sont importantes à ce niveau-là. Et puis après, en fonction de chaque carence, on peut avoir des maladies spécifiques. Par exemple, si vous avez une carence en vitamine C, vous allez avoir ce qu'on appelle le scorbut. Si vous avez une carence en vitamine D, vous allez avoir le rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez la personne adulte. Comme ça, chaque carence peut avoir une maladie spécifique. Mais on aura des symptômes particuliers qui vont nous dire attention, ce patient peut avoir telle carence, va nous alerter. C'est difficile de dire, de parler de sous-nutrition. Dans nos pays actuels, ça se voit quand même très peu. Sauf dans certaines populations, chez les bébés, et maintenant les pouvoirs publics ont mis quand même des choses en place. Exactement. Par exemple, chez les nourrissons, vous devez instaurer certaines supplémentations en vitamines à titre systématique. Vous devez donner du fluor à tous les enfants, vous devez donner des vitamines à tous les enfants. Quand une femme est enceinte, il est obligatoire d'apporter des vitamines aux femmes enceintes. Maintenant, dans les tubes de sel, vous avez systématiquement tous les tubes de sel sont iodés, parce qu'avant il existait des carences en iode. Donc de nos jours, on voit beaucoup moins ce genre de choses. C'est difficile d'avoir, ça existe encore, mais le scorbut, qui était une maladie ancienne, ne se voit quasiment plus. D'accord. Et tout à l'heure, nous avions vu comment lutter contre l'obésité et maintenant comment lutter contre la dénutrition. Alors c'est un peu comme l'obésité, c'est d'avoir un régime alimentaire équilibré, riche, varié, en faisant tout simplement 3 repas par jour, en mangeant des fruits et des légumes frais si possible, même si on ne peut pas aller au marché tous les jours, on peut se nourrir de légumes congelés, de fruits congelés, de légumes en conserve. Ils ont également des vitamines. De manger, alors même s'il y a des gens qui sont végétariens, on a des protéines dans les céréales légumineuses, mais vraiment le maître mot, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, variée, et avec cela, normalement, nous avons tous les nutriments essentiels à un bon équilibre alimentaire. D'accord, merci beaucoup pour cette interview. Et merci encore.